les étapes, les principes juridiques, deux principaux intervenants qui sont Monsieur Camille Mouzinga, chef d'antenne du GUS, le Guichet unique, et qui est toujours dans le concret, voilà, pour parler de l'entrepreneuriat au sens concret dans l'espace Grand Kassai. Ça continue d'entrer. Je pense qu'on pourrait commencer dans 2-3 minutes, donc précisément à 18h10, en fait à 17h10, puisqu'on a chacun des fuseaux horaires différents. Donc en attendant que les gens s'inscrivent ou en tout cas se connectent notre réunion. C'est la troisième en date, le troisième webinaire que la Chambre de commerce et d'industrie. On utilise les moyens digitaux pour se connecter, pour se réunir, pour se parler, pour se donner des clés sur les opportunités et les challenges de l'économie dans l'espace Grand Kassai en particulier, et bien entendu l'économie de la RDC en général, en faisant des focus spécifiques sur les territoires. Donc, nous sommes vraiment très ravis de cette participation, ravis de ces intervenants de taille qui représentent des entreprises publiques de la RDC, qui représentent des entreprises privées de la RDC, donc pour parler climat des affaires, modalités et surtout partage d'expériences avec ceux qui ont déjà sauté le pas, effectivement sauté le pas d'investir dans l'espace Grand Kassai pour les enfants du Grand Kassai, mais également diaspora. Comme je disais, c'est le troisième webinaire que l'on fait. On a fait un premier webinaire autour de l'agriculture dans l'espace Grand Kassai. C'était très intéressant. On a eu, je crois, plus de 150 connexions qui ont suivi. Et on a eu également un webinaire autour des mines et de l'énergie. Parler des secteurs clés de l'espace Grand Kassai, c'est un petit peu ça la vocation de la Chambre. Que le directeur général Augustin Nkouba va présenter dans quelques minutes, la Chambre en général. Donc, bienvenue à vous, bienvenue aux connectés, bienvenue aux intervenants. Monsieur le directeur, est-ce que vous êtes connecté? Est-ce que vous êtes prêt à prendre la parole? Je, Moi, je suis prêt. Hein. Je crois que c'est la charge me revient comme Augustin Kouba, notre directeur général, est empêché et que je fais son intérim depuis quelque temps. Donc, c'est à moi que revient cette charge. C'est à moi que revient cette charge de pouvoir vous présenter en quelques mots la Chambre du commerce et d'industrie du Grand Kassai qui vous reçoit aujourd'hui. D'emblée, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour l'attention que vous portez pour le développement du Grand Kassai. En ce qui nous concerne, la Chambre du commerce et du Grand Kassai est une ASBEL, un regroupement des personnes et des entreprises qui sont installées dans les Grands Kassai, qui se préparent ou qui désirent s'installer dans le Grand Kassai ou qui veulent investir dans des affaires qui fonctionnent dans le Grand Kassai. Alors, cette chambre de commerce est composée à ce jour
de 120 membres et qui sont repartis en entreprise et en personnes physiques. Et je pense que les 80% de nos membres à ce jour sont de la diaspora du Grand Kasaï. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne vivent pas dans l'espace Grand Kasaï. Donc, vous avez compris que le Grand Kasaï est notre souci permanent et la Chambre va nous servir de ce véhicule qui va pouvoir nous aider tous à rentrer, investir et travailler dans nos terres natales. Alors, comment est organisée cette chambre? Nous avons trois organes principaux. Nous avons donc, j'ai un écho là, enfin, j'espère que je suis bien suivi, monsieur. Oui, quelques problèmes de réseau. Alors, je me demandais si c'était ma connexion ou la vôtre. Non, je crois que c'est la mienne, qui me dit chaque fois, j'ai un message qui me dit connexion instable. Ah oui, c'est ça d'ailleurs que ça me dit, la bande passante du réseau de Imaïnoula est faible. Mais allez-y, on vous saisit quand même. OK. Donc, j'étais en train de parler de Tunasbel, l'Assemblée générale, qui regroupe tous les membres. Ensuite, nous avons un conseil d'administration qui est composé de 15 personnes, qui est présidé par M. Jackie Kazadi. Et nous avons le comité exécutif qui conduit les affaires de la Chambre, qui est dirigé par le directeur général Augustin Kouba, assisté du directeur général adjoint M. Willy Moulamba et accompagné par Paul Serviteur comme trésorier général. Alors, en dehors de ces organes officiels, la Chambre se subdivise dans des commissions de travail. Donc, les membres se retrouvent dans des commissions de travail où ce sont des opérateurs économiques qui ont en commun soit une activité, soit un projet, et qui va leur permettre de pouvoir évoluer les projets à développer dans notre espace de Grand Kasaï. Alors, je voudrais aussi informer que dans notre deuxième phase, nous sommes dans le deuxième semestre 2022, nous sommes en train d'installer nos antennes provinciales dans chacune des provinces du Grand Kasaï. Donc, là, aujourd'hui, nous avons déjà installé M. Guy Sabangou dans le Kasaï central. Nous avons installé M. Mukendi Kema à Kasaï oriental. Nous allons bientôt installer Mme Mbombo à Chikapa au Kasaï. Et dans les jours avant la fin de l'année, nous comptons installer les deux antennes à Mouénéditou et au Sankourou. Comme ça, nous pouvons commencer la grande adhésion des membres dans les Grands Kasaï. Et surtout pouvoir aider à tous ces hommes d'affaires informels à pouvoir se régulariser et pour faire
et pour booster l'économie de notre espace. Voilà ce que je pouvais dire dans une présentation brève. Présentation brève de notre question des méthodes modernes pour nous permettre de nous connecter, de nous interconnecter, partager, apprendre, se former et aller de l'avant. Voilà, Madame Ouchia, j'espère que je suis arrivé à présenter la Chambre avec quelques mots, malgré l'instabilité de ma bande passante. Non, mais merci. Merci. Très bien. Vous êtes parfaitement parvenu à présenter la Chambre, puisqu'on a un peu plus d'une vingtaine de participants de connectés actuellement et qui, bon, on a tous les affres du direct, une coupure de courant. Oui, voilà, donc vous avez pu présenter la Chambre d'ailleurs qui fait appel à différents membres. Je pense que M. Kakouji, dans les commentaires, peut mettre les coordonnées de la Chambre, peut donc donner les coordonnées téléphoniques, adresse email, le site internet également de la Chambre, www.ccijk.com, ainsi que les pages vers les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Twitter, si mes souvenirs sont bons. Donc, vraiment, voilà, n'hésitez pas à suivre et surtout, n'hésitez pas à rejoindre. Très bien, ben, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, comme je disais, voilà, nous allons démarrer le webinaire, le troisième webinaire de la CCIGK, avec donc la thématique création d'entreprises en RDC, étapes, principes juridiques et financement. Le maître mot, le filigrane de ce webinaire, ça sera vraiment de pouvoir donner des clés précises, investir dans l'espace Grand Kassai, investir dans tout type de projet, les clés, les contacts, les conseils, les tuyaux pour pouvoir investir en paix, en sécurité et surtout en rentabilité. Alors, sans plus tarder, donc, nous allons donner la parole au premier intervenant, Monsieur Camille Muzinga. Monsieur Camille Muzinga du guichet unique, le guichet donc cette entreprise publique. Monsieur Camille Muzinga est licencié en droit du département sur le climat des affaires et des investissements de création d'entreprise. Monsieur Camille Muzinga, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Avant que je ne puisse commencer mes propos, je présente d'abord tous mes sentiments de gratitude à l'endroit des organisateurs de ces webinaires d'avoir associé le guichet unique dans cette activité. Comme vous savez, avant que je ne puisse entrer dans les vif du sujet, il est important de savoir d'abord ce qu'il faut entendre par une entreprise. Une entreprise, c'est une combinaison de moyens matériels, financiers, humains pour la production de biens et services. Quand vous êtes une entreprise, la finalité, c'est qu'on doit produire soit les biens ou rendre des services. Une entreprise, c'est aussi une unité de production. Donc, parler d'une entreprise, nous avons deux types d'entreprises. Nous avons l'entreprise personne physique que nous appelons établissement et nous avons l'entreprise personne morale que nous appelons société. Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi on doit créer une entreprise? Parce qu'il ne faut pas seulement créer pour créer parce que tel avait créé, moi aussi je vais créer. Il est important de savoir pourquoi on doit créer une entreprise. Une entreprise, c'est un investissement. C'est une assurance, la sécurité des sécurités, l'assurance et des assurances. Quand vous avez une entreprise, vous savez que vous avez investi
pour que demain, ça soit rentable. Créer une entreprise aussi, c'est la production de biens et services. Vous rendez un service dans votre communauté. On tend vers la croissance économique. Créer une entreprise aussi a un intérêt qui est autre que l'accroissement des recettes publiques de l'État. Aujourd'hui, avec le nouveau leadership qui est installé au pays, on est en train de voir qu'il y a des constructions de routes, des hôpitaux, des centres motos et tant d'autres réalisations. Cet argent-là vient aussi avec la contribution des gens qui créent des entreprises. Donc, il y a l'accroissement des recettes publiques par les paiements des différentes taxes et impôts qui sont dus à l'État. Créer aussi une entreprise a un intérêt aussi particulier, qui est celui de la création d'emplois. Parce que quand on crée une entreprise, on crée les emplois. Et quand il y a création d'emplois, il y a la diminution du chômage. Et quand il y a diminution du chômage, on lutte contre la pauvreté. Et ce qui est, on tend vers le développement. Donc, il est important pour savoir qu'une entreprise vraiment présente beaucoup d'intérêt. Même aujourd'hui, vous voulez aller s'endetter dans une des banques, on va vous demander, mais si vous n'avez pas les documents requis, on ne peut pas vous faire confiance. Donc, créer une entreprise aussi a un intérêt d'obtention de crédit. Maintenant, la grande question qu'on peut se poser, comment on doit créer cette entreprise? Rien. Comment on doit créer cette entreprise? Aujourd'hui, dans notre pays, dans l'état passé, jadis, créer une entreprise était analysé comme un parcours des combattants. L'opérateur économique devait effectuer plusieurs courses, plusieurs démarches dans beaucoup d'administrations pour accomplir les différentes formalités de création d'entreprise. Donc, ça prenait beaucoup de temps et c'était coûteux. Du point que le gouvernement de notre pays a jugé bon de mettre fin à cette situation-là, raison pour laquelle on a créé un service de l'État qu'on appelle les guichets uniques de création d'entreprise. Mais les guichets uniques de création d'entreprise, c'est quoi exactement? C'est un service de l'État qui a été mis en place avec comme mission principale de faciliter le processus de création d'entreprise dans notre pays. Quelqu'un qui veut créer son entreprise dans notre pays ne doit plus s'adresser à plusieurs administrations, comme c'était jadis, pour accomplir les différentes formalités de création d'entreprise. Désormais, tout se fait à un seul endroit, et ce seul endroit-là, c'est le guichet unique. C'est auprès de ce service-là qu'il doit obtenir tous les documents requis dans un temps record avec un coût réduit. Donc aujourd'hui, le guichet unique est là pour faciliter le processus de création d'entreprise. Mais quels sont les éléments de facilitation? Aujourd'hui, les coûts ont été sensiblement réduits. Si vous voulez créer une société dans notre pays, vous devez payer l'équivalent en francs congolais de 80 $. Mais par contre, si vous voulez créer un établissement dans notre pays aujourd'hui, vous devez payer l'équivalent en francs congolais de 30 $. Mais pendant combien de temps? Aujourd'hui, le temps qui est imparti pour créer une entreprise, obtenir tous les documents requis, c'est 3 jours au maximum. Voilà un peu les éléments de facilitation, parce que nous sommes dans le monde des affaires. Le monde des affaires, c'est la célébrité. Donc, on ne veut pas que les choses traînent. 3 jours au maximum, vous avez tous les éléments requis. Maintenant, il faut savoir, pour devenir au guichet unique de création d'entreprise, quels sont les éléments que vous devez mettre dans votre dossier? C'est très, très important. Ça signifie qu'avant de venir au guichet unique, vous voulez créer votre société. Si c'est une société que vous avez décidé, la première des choses, vous devez rédiger vos statuts. Vous devez avoir vos statuts en 4 exemplaires. Après que vous ayez rédigé les statuts, vous devez présenter la preuve de libération du capital social. Ça signifie que les capitals sociaux que vous avez mis dans votre statut, il faut les libérer, les déposer dans une des banques au nom de la société que vous voulez créer. Et avant d'arriver au bus, vous devez avoir la preuve que vous avez libéré les capitales sociales. Vous devez avoir les spécimens de signature du gérant, vous devez avoir la pièce d'identité du gérant, vous devez rédiger une lettre de demande adressée au DG du guichet unique lui demandant que vous voulez créer une société. Et vous devez avoir aussi la version électronique. Bref, ce sont ces éléments-là que vous devez amener si vous voulez créer une société dans notre pays. Deuxième chose, si vous voulez créer un établissement, une PME, une petite entité que vous voulez créer, vous devez avoir la carte d'identité du propriétaire, vous devez avoir l'extrait du casier judiciaire ou la déclaration cellulaire, d'ailleurs qui est gratuite, on donne ça au BIS gratuitement. Vous devez avoir la lettre de demande
que vous adressez au DG du GUS, vous devez avoir aussi, vous devez indiquer l'adresse de votre établissement, l'adresse de l'établissement, le nom de l'établissement, ainsi que la nature des activités. Bref, voilà ces éléments-là. D'ailleurs, au niveau du guichet de déclaration d'entreprise, tous ces éléments-là sont affichés. Donc, de tel que quand quelqu'un veut créer son entreprise, on ne peut plus lui tenir et que non, voilà, il y a ça. Non, non, non. Tout est affiché parce que le guichet unique, c'est la transparence. Maintenant, dès que vous avez déposé ces éléments-là au bus, quels sont les documents que vous devez maintenant obtenir au niveau du bus? Donc, si vous voulez créer, vous avez pris la décision de créer une société, au niveau du bus, on doit d'abord commencer à authentifier vos statuts. Parce qu'au niveau du bus, nous avons les notaires qui sont sur place au bus. On ne doit pas aller chercher un notaire ailleurs pour authentifier les statuts. Non, le bus a déjà un notaire. Donc, on doit authentifier vos statuts. Vous devez obtenir le numéro RCCM. Donc, c'est le RCCM qui donne la personnalité juridique à votre entreprise. Donc, vous devez avoir le numéro RCCM au niveau du bus. Vous devez avoir les numéros d'identification nationale au niveau du bus. Vous devez avoir les numéros impôts. Vous devez avoir le certificat d'affiliation à la CNSS. Vous devez avoir le certificat d'immatriculation à l'INPP. Vous devez avoir le certificat d'affiliation à l'ONEM. À l'ONEM, vous devez avoir aussi l'accès des ressources de l'environnement. Bref, tous ces documents commerciaux, vous les obtenez au niveau du bus, toujours dans les frais là que vous avez payés. Il n'y a pas d'autres frais à payer en dehors de ce que j'ai énuméré si haut. Si vous voulez créer un établissement, ce sont les mêmes éléments, mais avec la différence que pour un établissement, il n'y a pas les statuts. Donc, vous avez tous ces documents-là dans un temps record. D'ailleurs, dans notre pays aujourd'hui, avec l'avènement des nouveaux leaderships au pays, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a dit il va faire des Congolais des millionnaires. Mais ces millionnaires-là, ils vont entreprendre. C'est en créant des entreprises, en créant des richesses, que nous devons nous prendre en charge nous-mêmes Congolais. Raison pour laquelle le gouvernement a même mis les fonds de garantie pour l'entrepreneuriat congolais, FOGEC. Donc, les gens qui sont porteurs de projets, si les moyens font défaut, ils peuvent recourir à ces FOGEC. On va mettre les moyens à leur niveau pour que ces entreprises puissent aller de l'avant. Ce qui est une très, très bonne chose pour notre pays. Une très bonne chose. D'ailleurs, au niveau du Grand Kasaï, l'espace Grand Kasaï, les guichets uniques est opérationnel. Ce n'est que ces derniers temps ici, parce qu'il y a des petits soucis techniques, mais le guichet unique est déjà opérationnel au Grand Kasaï. Donc, les mêmes facilités qu'il y a à Kinshasa et dans d'autres provinces, le Grand Kasaï aussi est bénéficiaire de ces services-là, qui est ce service du bus, qui est la facilitation. Donc, le bus est là pour faciliter à ce que la personne obtienne tous ces documents dans un temps record à un coût très, les coûts est sensiblement réduit. Voilà le travail que fait le bus. Aujourd'hui, j'invite tous les opérateurs économiques qui œuvrent dans le Grand Kasaï, qui sont encore dans l'informel, de ne pas demeurer dans l'informel. Ils passent au bus pour venir formaliser, obtenir tous les documents requis et qui sont reconnus officiellement par l'État. Mais si bien que, même si les opérateurs économiques passent, on les trouve, les gens de l'État passent pour les contrôles, ils vont trouver que les entreprises sont en ordre parce qu'ils ont tous les documents que la loi recommande. Voilà, voilà un peu la communication que j'avais à apporter. Donc, c'est un appel pour tous les opérateurs économiques qui œuvrent dans l'espace Grand Kasaï de ne pas demeurer dans l'informel parce qu'il n'y a plus de raison. Parce que tout a été sensiblement, parce qu'il y a la facilitation qui est là, avec le guichet unique de création d'entreprise. Tout est facile. Dans un temps record, 3 jours maximum, ils ont tous les documents et en payant un moindre coût. Merci de l'attention. Merci, je vous remercie pour l'attention, pour votre aimable attention. Merci. Merci, merci beaucoup, Monsieur Camille Muzinga, chef d'antenne du guichet unique.
Donc, comme on l'a annoncé, hein, un webinaire pour vraiment avoir le concret, la démarche concrète de ce qu'il faut pour investir dans le Grand Kasaï. Investissons en toute formalité, donc toutes les démarches qu'il faut pour pouvoir créer son entreprise. Dans le secteur de l'entrepreneuriat, ça a été souvent un grand point d'interrogation. C'est cet accès à l'information pour pouvoir créer une entreprise simplement. Et je pense qu'il y a vraiment un condensé. Merci à tous qui êtes là en train de nous suivre. Avant d'avoir le prochain intervenant, je vais vous demander à chacun, hein, il y a la boîte de dialogue, il y a la boîte de discussion. Je vais vous demander à chacun voilà, de simplement brièvement vous présenter votre nom et surtout de nous dire à partir de où vous nous suivez. Ça, c'est toujours intéressant d'avoir les Congolais du Congo et les Congolais de la diaspora. Et puis, si vous avez un projet d'investissement, un projet de création d'entreprise, un projet en tout cas dans une des zones de l'espace Grand Kasaï. Donc, ça fait office de discussion et c'est à partir de cette boîte de discussion que nous allons pouvoir aussi poser des questions pour la partie questions-réponses par après. Donc, n'hésitez pas, votre nom, d'où vous nous suivez, et puis si vous avez un projet d'investissement dans la boîte de dialogue ici. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Camille Mzinga. Alors, le prochain intervenant, c'est Monsieur Christine Chika. Christine Chika, qui ici a le profil d'entrepreneur. Il va pouvoir se présenter son projet et surtout son plaidoyer, en tout cas son message à destination des personnes qui souhaitent investir dans l'espace Grand Kasaï. Monsieur Christine, la parole est à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Mouchia, merci pour la parole. Alors, je commence à remercier toute la Chambre pour cette occasion, cette opportunité de pouvoir échanger. J'essaie juste de partager mon écran. Vous arrivez à voir mon écran? Oui, on le voit. D'accord, d'accord. Ça marche, merci. Voilà, je disais, je m'appelle Christiane Chika, je suis entrepreneur. Ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Je suis essentiellement basé à Kinshasa. Donc, il m'a été demandé de partager avec vous sur trouver des partenaires financiers adaptés. Donc, c'est une petite présentation importante et j'espère que ça vous sera utile. Alors, j'ai trouvé cette citation très intéressante. Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et qui se demandent pourquoi. D'autres le voient telles qu'elles pourraient être et se disent pourquoi pas. Et je pense que c'est cette attitude que nous devons avoir vis-à-vis du Grand Kasaï, se dire eh ben, pourquoi pas. Pourquoi pas on ne peut pas développer des grandes entreprises, des grosses structures. Pourquoi pas on peut développer tel aspect ou un autre. Puisqu'on parle de financement, je trouvais que c'était important de pouvoir. Monsieur Christine, si vous pouvez couper l'un ou l'autre, parce que là, on vous attend en écho. D'accord, attendez. Allô, maintenant ça va? Oui, là, ça va, c'est clair. D'accord, merci. Alors, j'ai trouvé cette information importante puisqu'on parle des financements. En fait, depuis l'année passée, les Africains ont pu lever 2 milliards de dollars. Donc, juste pour nous dire que c'est possible. Malheureusement, ces 2 milliards de dollars sont plus de 80% se trouvent dans les pays anglophones. Alors, mon expérience personnelle en tant qu'entrepreneur jusqu'à ce jour, le plus grand levée de fonds, la plus grande levée de fonds que j'ai pu faire, c'est 250 000 dollars. Et selon mes informations, la plus grande levée de fonds que je connais,
et il y a un entrepreneur, ça fait je crois 2 ans, 3 ans, qu'il a levé 500 000 dollars. Et je pense qu'il y a d'autres actuellement qui réussissent à lever un peu plus au-delà de 500 000. Il y a une expérience, une startup à Kinshasa avait réussi, mais ce n'était pas des Congolais, mais qui avait réussi à ramener un financement d'1 million de dollars. Là, je parle essentiellement des startups. C'est vrai, il y a des entreprises qui lèvent ou qui investissent bien au-delà de ça. Alors, la première chose qu'il faut savoir lorsque vous voulez lever de fonds, c'est savoir vous situer. Vous situer. Il y a au moins 4 étapes pour lever de fonds. La première étape, c'est ce qu'on appelle un peu seed. Seed, c'est en anglais, en français, ça veut dire sémence. C'est lorsque vous commencez, lorsque vous lancez votre business. C'est que la première des choses, comment trouver de l'argent, il y a ce qu'on appelle les love money, c'est-à-dire trouver de l'argent auprès de personnes qui vous connaissent, auprès de la famille, auprès des amis, auprès des proches. Et là, généralement, ce sont des besoins en financement qui va de 1 000 dollars à 50 000 dollars. Donc, si vous avez un besoin de financement de 1 000 à 50 000 dollars, l'idéal, c'est de vous approcher c'est de voir dans votre environnement quelles sont les personnes qui peuvent vous aider directement en vous donnant 2 000, 5 000, 10 000 dollars. À ce niveau ici, je conseille très souvent aux entrepreneurs de ne pas trop regarder à la banque. Si vraiment votre besoin en financement n'est que de 20 000, de 30 000, allez prendre un crédit à la banque, ce n'est pas très conseillé. Parce que déjà, ça ne vous permettra pas de faire grand-chose. C'est juste le lancement de votre business. Donc, l'idéal, c'est vraiment de regarder autour de vous quelles sont des personnes, des amis, quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui peut vous faciliter pour avoir un 10 000 ou un 20 000 ou un 50 000. La deuxième étape, c'est l'étape des startups. Une startup, en fait, c'est une entreprise qui est en pleine croissance, qui est en recherche de son modèle économique, mais qui a déjà pu tester un certain niveau de son marché. Là, ça va généralement dans des besoins en financement entre 50 000 et 500 000 dollars. Et là, vous devez vous tourner vers des gens qu'on appelle les business angels. Donc, ce sont des gens qui cherchent des participations en entreprise, qui cherchent à avoir des parts, qui cherchent à devenir des associés. Là, ce sont vraiment de véritables personnes qui veulent faire du business. Par contre, lorsque vous commencez, vous n'avez pas forcément besoin de gens qui veulent faire du business avec vous. Mais déjà, c'est nouveau ici. Vous devez chercher des gens qui sont prêts à mettre de l'argent, à être actionnaires, à être associés et à faire grandir le business avec vous. Ici, ce ne sont pas des gens qui vont juste mettre de l'argent et puis disparaître après. Ce sont des gens qui se sont dit, OK, on trouve votre entreprise 200 000, 300 000, et on va faire tout pour que l'entreprise puisse continuer de fonctionner. Mais j'insiste, à ce niveau ici, vous avez déjà une structure qui existe ici, ce n'est pas une idée. Vous avez pu tester votre marché et vous êtes sûr, vous avez déjà une certaine étape. C'est l'étape de la croissance. Vous voulez vraiment scaler votre business, vous voulez grandir. Et là, ce sont des besoins en financement qui va de 500 000 à 1 million de dollars. Et là, vous devez vous tourner vers des gens qu'on appelle des venture capital. Les venture capital, en français, c'est un peu le capital risque. Le capital risque, c'est soit un groupe d'individus, soit une autre entreprise qui a vraiment le fonds et qui veulent mettre pour accélérer votre business. Mais ici, c'est une étape. Pourquoi on appelle ça étape de croissance? Parce que vous avez déjà un certain nombre de résultats qui garantit vraiment votre capacité à pouvoir scaler ou à développer votre entreprise. Donc, tout de suite, à ce niveau ici, vous devez approcher des structures qui sont prêts à prendre des risques avec vous pour développer. Et très souvent ici, ce ne sont pas forcément des gens qui vont devenir des associés avec vous. Ce sont des gens qui sont là pour leur intérêt. Et un capital risque, par exemple, peut vous dire, OK, on injecte 5 millions de dollars dans votre business. On te donne 2 ans, 5 ans ou 10 ans. OK, au bout de 10 ans, nous, on va récupérer nos 5 millions plus les intérêts que le business va générer. Ou soit, vous définissez le mode de sortie. Le mode de sortie peut être, OK, on va revendre nos actions pour avoir un prix-value. Donc, ils mettent leur argent pour faire grandir le business et après, ils vont chercher d'autres associés plus tard pour racheter leur part
et ils vont faire de prix-value ou des intérêts avec l'argent qu'ils ont permis à votre entreprise de pouvoir se développer. Ensuite, la quatrième étape, c'est vraiment l'étape de la maturité. Là, vous avez besoin de 100 millions, de 100 millions à plus. Et là, ici, ce n'est pas simplement des structures qui se mettent ensemble. Ici, c'est sans private equity. C'est vraiment un niveau où même des banques peuvent devenir associés, de grosses structures, de grosses boîtes peuvent mettre de l'argent dans votre business. C'est-à-dire que votre entreprise ne vous appartient. Ça peut être des fonds d'investissement, de gros fonds d'investissement qui peuvent s'associer avec vous. Ce n'est pas seulement à niveau d'individus, ce sont peut demander déjà 5 millions de dollars. Donc, si déjà au départ, votre business, votre projet demande 5 millions de dollars, vous devez vous dire, OK, peut-être dans votre environnement direct, vous n'avez pas la possibilité d'élever 5 millions de dollars. Et là, vous devez vous préparer à avoir des garanties vraiment solides pour aller convaincre un venture capital de pouvoir mettre de l'argent juste dans une idée, juste dans un projet qui va commencer. Et là, vous devez avoir soit des garanties financières ou soit être accompagné par une banque ou avoir, voilà. Donc, vous devez avoir des garanties pour rassurer à vos potentiels investisseurs que vous avez le moyen de pouvoir sécuriser leur argent. Alors, ça, c'est une question importante. Lorsque vous voulez lever de l'argent, dette ou capital. C'est très important de savoir est-ce que vous voulez juste avoir une dette ou avoir un capital. Une dette, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous donne de l'argent, vous allez rembourser avec intérêt après une année, selon les modalités. Est-ce que vous voulez développer l'avantage d'avoir une dette parce que vous restez le seul maître à bord. Donc, vous avez le contrôle de votre business et vous ne vous battez que pour continuer à rembourser l'argent que vous avez reçu. Bon, les avantages, c'est que, voilà, au cas où le business ne marche pas, vous êtes toujours tenu à rembourser l'argent de vos partenaires. Capital, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui met de l'argent, c'est pas une dette, qui prend le risque avec vous. Si le business décolle, ok. Si le business ne décolle pas, ok. Mais le désavantage, c'est que vous n'êtes plus propriétaire, vous n'êtes plus le seul propriétaire de votre business. Voyez-vous? Et des fois, dans notre approche, lorsque nous approchons des fois des investisseurs, on n'est pas on ne s'est pas déjà décidé dès le départ. On ne sait pas, est-ce qu'on veut une dette ou on veut un capital? Lorsque on présente un projet de 10 millions, l'investisseur dit, OK, je vais vous donner le 10 millions. Eh bien, on ne sait pas tout. C'est qu'on est, non, moi, je propose l'investissement, je veux garder 59%, je vais laisser 41% là. Et des fois, ça devient une guerre entre l'entrepreneur et l'investisseur parce que l'investisseur apporte l'argent et il veut avoir des grosses parts et que tant que ce n'est pas clair au départ, voilà pourquoi c'est très important de pouvoir définir, OK, si je veux du capital, combien je suis prêt à céder. Vous le définissez déjà et vous faites vos calculs, vous faites la valorisation de votre entreprise et vous savez déjà, j'ai besoin d'une entrée en capital de 10%, de 20%, de 30% ou de 50% ou de 60%. Alors, deuxième point, vous devez aussi prendre le temps de préparer un peu ce qu'on appelle votre elevator pitch. C'est important, c'est-à-dire votre capacité à pouvoir pitcher votre projet, présenter votre projet pour que ça soit impactant. Là, vous pouvez vous poser 5 questions importantes. Déjà, la première chose, c'est que vous devez savoir parler de votre proposition des valeurs. Quels sont les avantages compétitifs de votre offre? Pourquoi l'investisseur viendrait chez vous et n'ira pas ailleurs? Donc, c'est important. Pourquoi est-ce que vous voulez que votre investisseur mette de l'argent dans votre projet? Et quels sont les avantages de votre projet? Quelle est l'innovation qu'apporte votre projet? Quelle est votre particularité? Donc, c'est hyper important de savoir les définir déjà en une, en deux ou en 3 phrases, comme vous voulez. Deuxième question, c'est qui sont mes clients ou qui seront
mes premiers clients. C'est déjà important de savoir à qui vous voulez vendre. Pourquoi ici, déjà, à ce niveau, vous pouvez définir votre marché potentiel. Prouver à votre investisseur qu'il y a un réel marché qui existe. On est sur un marché de 3, 4, 5, 10 millions 10 millions de potentiels clients. Et ensuite, être capable de pouvoir définir la rentabilité de votre business, le profit. C'est le profit. Donc, comment vous allez gagner de l'argent? Ça doit être tellement clair pour votre investisseur. Vous devez le prouver par 1 plus 1 égale 2 que votre business va générer de revenus. Et la quatrième question, c'est qu'est-ce que vous mettez sur la table? Je l'ai un peu dit en parlant de dette ou de capital. Qu'est-ce que cela implique? Donc, vous devez être prêt, OK, je mets 30%, je mets 10%, je mets telle opportunité, je mets ceci, je mets ceci. Si vous mettez de l'argent, voici ce que vous aurez. Et enfin, c'est l'attraction, c'est qu'as-tu déjà accompli? C'est hyper important, c'est de pouvoir prouver à votre investisseur, même si ce n'est qu'une idée, rassurez-vous toujours d'avoir un prototype, d'avoir fait un petit test, d'avoir essayé quelque chose, d'avoir généré un peu de revenus. Vous devez prouver à votre investisseur ce que vous avez déjà accompli. Et enfin, le troisième point, pour finir, quelques techniques d'approche pour trouver des partenaires financiers. Une première technique, c'est regarder dans votre liste de contacts. Quelles sont les personnes? Alors, comment moi j'ai réussi entre 2019 et entre juin 2019 et juin 2020, comment est-ce que j'ai réussi à lever 100 000 dollars pour un de mes projets? Eh bien, je suis allé sur ma liste. J'ai commencé j'ai identifié c'était pas beaucoup, c'était moins de 10 personnes. Je commençais à discuter avec eux, à leur parler de mon projet. Il y a 2, 3 personnes directes de ma liste qui ont mis de l'argent et les autres m'ont directement recommandé auprès des gens auprès de qui je suis parti défendre le projet. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, et ensuite, vous pouvez identifier des personnes ressources. Les personnes ressources, ce sont des personnes que vous ne connaissez pas forcément directement, des personnes que vous connaissez dans l'environnement entrepreneurial. Vous pouvez les approcher pour leur parler de ce que vous voulez faire. Est-ce qu'ils n'auraient pas des personnes ressources, des structures auprès de qui ils pourront vous accompagner? Troisième stratégie, ça peut être avec des réseaux d'investisseurs, avec des fonds d'investisseurs. Vous pouvez aussi intégrer une structure, une structure d'accompagnement. Et quatrième technique, c'est identifier un réseau d'investisseurs ou un fonds d'investissement. Vous pouvez identifier. Et enfin, vous pouvez, par exemple, vous adresser auprès de professionnels de levée de fonds. Donc, aujourd'hui, avec la petite expérience que j'ai, je me positionne petit à petit en tant que professionnel en termes de stratégie des levées de fonds. Alors, qu'est-ce que fait un professionnel des levées de fonds? Un professionnel fait en fait tout le travail que j'ai cité en amont, c'est-à-dire lui, il crée déjà un réseau d'investisseurs, il crée un lien avec des fonds d'investissement et il va discuter et accompagner les entrepreneurs pour le mettre en contact avec un réseau d'investisseurs ou un fonds d'investissement. Donc, ça, c'est quelques techniques que vous pouvez utiliser pour trouver de partenaires financiers. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine Chika, pour ces explications. Après les informations, là, on a eu vraiment les conseils, les méthodes, les tuyaux, à emprunter les bons chemins qui mèneront à l'investissement. Merci beaucoup. Nous allons passer à la prochaine intervenante qui nous parlera, prochaine intervenante, qui est Madame Godelive Elisabeth Londji Bandekela, donc, qui est actuellement coordinatrice de la cellule d'études fiscales à la DGI, la direction des impôts, qui est
chef de section des impôts à l'École nationale des finances. Elle est expert pays en BEPS. Et donc, elle a été désignée par le gouvernement pour représenter la RDC à l'OCDE pour la mise en place des outils de gestion de la fiscalité internationale en 2013. Donc, comme on l'a dit, vraiment, les administrations publiques qui constituent le climat des affaires, et Madame Londji conduit les recherches de l'équilibre entre l'industrialisation et l'impôt. Donc ça, c'est une thématique très territoire. Et donc l'industrialisation et l'impôt comme moyen de développer les territoires, notamment dans le cadre du Makutano, qui est passé à Mbujimayi il y a quelques semaines. Donc voilà, Madame Godlive Elisabeth Londji Bandekela de la DGI. La parole est à vous, Madame. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous rejoindre pour parler de la pilule amère, qu'on n'aime pas trop, l'impôt, et qui est importante, que j'ai à Aria, pour la quinine, elle est amère, et alors, les différents intervenants de tout à l'heure, je les remercie pour la qualité de leur présentation et pour les informations qu'ils ont mises à notre disposition ce soir. Alors, je sais c'est que justement cet équilibre entre nos provinces et l'impôt, le paiement de l'impôt. Comme vous savez, les entreprises ont tendance à vouloir trop de au gouvernement et en termes d'économie. Or, pour créer une entreprise... Madame Godlive, excusez-moi de vous couper. Pour qu'on garantisse une qualité maximale de votre intervention, est-ce que vous avez deux projections là, et sur l'ordinateur et sur le téléphone, puisqu'on entend de l'écho? Est-ce que vous pouvez en couper une? Oui, je ne sais pas. Attendez, je vais quand même... Là, c'est bon? Vous entendez oui, là, on vous totalement attend du téléphone. Alors, j'espère qu'il n'y a pas une autre source audio ailleurs. Je l'espère aussi. Vous attendez l'écho toujours? Non, là, je crois que ça va. Ça va. Okay. C'est bon? C'est bon, poursuivez. Merci. OK. Ce que je peux conseiller aux entrepreneurs, c'est que quand vous constituez votre entreprise, il faut déjà, dès le départ, prendre en compte la dimension impôt. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons remarqué que les entreprises sollicitent des exonérations. C'est comme si c'était une obligation, quand on crée une entreprise, d'avoir des exonérations fiscales. Or, nous savons que dans notre pays, les exonérations n'ont rien produit et que les entreprises qui demandent des exonérations, à la fin, ne contribuent pas aux charges de l'État. Donc, la question que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que la fiscalité est un frein au développement de l'industrie dans nos territoires, dans nos provinces? Alors, je peux vous dire que non. Non, à partir du moment où, dès le début, on a pris conscience de l'importance de l'impôt. Et il est prouvé aujourd'hui que la baisse de la fiscalité n'a jamais attiré les entreprises. Ce qui attire les entreprises, c'est d'abord le bassin d'emploi, le cadre de vie, l'offre culturelle, sportive, les établissements scolaires pour les employés, pour les enfants des employés, les services des hôpitaux et les commerces. Donc ça, c'est ce qui constitue le critère numéro 1. Donc, on a besoin d'avoir des infrastructures de base. Or, qui peut créer ces infrastructures ou bien construire ces infrastructures? C'est l'État. Or, si l'État ne prélève pas les impôts, si l'appareil de collecte n'est pas assez performant, c'est difficile pour ces entreprises-là de s'installer là où elles doivent aller. On peut très bien se faire enregistrer au guichet unique au guichet, voilà ce que je voulais dire. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué au niveau de la DGI? C'est que les entreprises circulent, mais après, ces entreprises disparaissent.
Donc, et quand on présente les statistiques, nous nous demandons toujours au niveau de la DGI, mais où sont parties toutes ces entreprises? C'est tout simplement parce que l'environnement des affaires n'est pas propice au développement des affaires, et particulièrement dans nos territoires où il n'y a pas d'infrastructure, où il n'y a pas l'eau, où il n'y a pas l'électricité. Comment construire, comment bâtir une industrie dans nos territoires? Je viens de faire le tour pas du Grand Kasaï, mais du Kasaï oriental. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de potentialités. Du côté agricole, du côté minier, surtout agricole. Mais le frein, c'est quoi? C'est l'infrastructure de base. Or, les opérateurs économiques n'aiment pas payer des impôts. Moi, je pense qu'en amont, nous devons encourager les opérateurs économiques, quand ils créent des entreprises, de pouvoir aussi payer des impôts. Parce que ce sont des impôts qui permettent à l'État de construire les routes, qui permettent à l'État de construire les écoles. Alors, si nous négligeons l'impôt et nous pensons qu'en créant des entreprises, nous allons avoir des exonérations sans payer les impôts et faire des bénéfices, là, vous allez voir qu'on ne pourra pas sortir du sous-développement dans lequel nous sommes. Nous pouvons prendre l'exemple sur la Corée du Sud. La Corée du Sud s'est développée sur base de 3 industries. L'industrie de POSCO, l'industrie navale, l'industrie de l'automobile avec Hyundai, et puis l'industrie de la haute technologie avec Samsung. Ces entreprises ont eu des fiscales pendant une période. Et après, elles ont commencé à payer les impôts et elles ont développé les régions, les provinces dans lesquelles elles sont installées. Donc ça, ce sont des exemples à suivre par nos entreprises ou nos entrepreneurs. Les entrepreneurs ne doivent pas attendre les exonérations. Elles doivent attendre aussi, ou bien participer aussi au développement de nos territoires. Vous savez qu'avec les pillages, l'industrie congolaise a été totalement détruite. Et aujourd'hui, c'est l'État congolais qui est devenu le premier employeur. Avant, c'était les entreprises. Avant, c'était les sociétés qui employaient, qui résorbaient le chômage. Aujourd'hui, c'est l'État. Or, pour l'État, recruter veut dire augmenter la dépense sociale, augmenter les dépenses de l'État. Mais quand un privé recrute, ça veut dire que l'État a la possibilité d'avoir des recettes à travers, par exemple, l'impôt professionnel sur les rémunérations. Plus vous employez, plus vous payez, et plus nous arrivons à collecter les impôts. Mais aujourd'hui, c'est l'État qui collecte, et c'est l'État qui collecte, et c'est l'État qui emploie la plupart de nos frères et sœurs qui sont dans le chômage. Donc, vous voyez que l'équilibre est quelque peu brisé, ce qui fait que l'État n'arrive pas à décoller. Ce que moi, je peux demander aux entrepreneurs, c'est d'abord de penser développement, de penser contribution aux charges de l'État, et tout le reste viendra après. Aussi longtemps que l'État congolais sera pauvre, on ne pourra pas développer l'industrie. Et aussi longtemps qu'on ne pensera pas la dimension impôt, à sa contribution personnelle aux charges de l'État, à financer le développement, on ne pourra pas se développer. Donc, en bref, c'est ça le message que j'ai apporté au monde des affaires, à la Chambre du commerce, pour voir dans quelle mesure nous pouvons nous mettre ensemble et apporter des réponses aux opérateurs économiques qui hésitent encore à investir dans nos provinces ou qui sont dans nos provinces, mais qui ne veulent pas. Merci. Merci, un grand merci, Madame Godelive, pour cette intervention très intéressante. On a plusieurs commentaires qui disent justement que l'intervention de la dame de la DGI est très intéressante. Effectivement, donc merci infiniment pour cette intervention. Comme je le disais en commentaire, n'hésitez pas, chers participants, on a environ une trentaine de participants qui sont connectés, n'hésitez pas dans le commentaire, dans les discussions, dans Zoom, de pouvoir indiquer votre nom, de là où vous nous suivez et surtout votre projet d'investissement, votre projet de création d'entreprise. Je pense qu'avec les
3 intervenants qu'on a ici. Donc, un intervenant du guichet unique de création d'entreprise, un intervenant de la DGI, la Direction générale des impôts, et un entrepreneur spécialisé dans le financement, hein, dans les conseils à l'accompagnement. Donc, je pense que vous aurez réponse à vos questions. La pertinence en fait de ce webinaire portait surtout sur le fait de passer à l'acte. La communauté, les enfants du Grand Kasaï, tout comme les investisseurs congolais, les investisseurs internationaux, comment investir, la modalité. Et donc, on est parti sur les freins qui faisaient que les gens pouvaient hésiter à investir dans l'espace Grand Kasaï, le manque d'informations, parfois la peur de l'inconnu. Monsieur Christen a développé ces différentes formes de création d'entreprises et surtout de financement de projets, mais qui nous emmènent aussi au frein au niveau de la confiance, hein, de pouvoir être accompagné pour pouvoir faire des joint ventures en toute sécurité, des investissements sur place ou à distance en toute sécurité également. Je pense que ça fait partie des questions des personnes qui souhaitent sauter le pas. Et justement, les tuyaux et les contacts, chose que vous avez pu mettre ici. Donc, ça aussi, nous allons les mettre dans la zone de discussion, les coordonnées de la Chambre pour pouvoir rester en contact avec la Chambre, pour pouvoir garder les informations et surtout être prévenu des prochaines activités, prochains webinaires, d'autant qu'on a une activité au mois de décembre à Kinshasa et ainsi qu'également donc les autres webinaires. Donc on va mettre dans la partie discussion les coordonnées de la Chambre, le site internet www.ccijgk.com, le numéro de téléphone de la personne qui peut renseigner, les adresses, les pages des réseaux sociaux. On va pouvoir prendre quelques questions qui sont posées, qui ont été initiées dans... Poser des questions directement ou il faut demander parole pour se faire signaler? Madame Mouchia, je pense qu'il y a monsieur Lorenzo Chimbumbu qui avait une question pour l'intervention de monsieur Cyril Moutombo. Madame Mouchia, votre micro, s'il vous plaît. Ah, voilà, mon micro est activé de nouveau. Oui, monsieur Lorenzo. Donc, merci, monsieur Kakouji. C'est vous qui distribuez les questions et les réponses. C'est vous qui les répertoriez dans l'espace de discussion. Merci, monsieur Kakouji, d'avoir donné la parole à monsieur Lorenzo pour sa question. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous me suivez. Oui, très bien. OK. Donc, je disais que je vous appelle depuis Mbujimaï, mais je viens de Goma. Donc, depuis le Makutano 8, je suis ici à Mbujimaï. Je suis vraiment passé à l'acte, comme je vous ai dit. On vient d'ouvrir notre succursale, une société ici, et notre siège est en plein aménagement. Il sera prêt la semaine prochaine. Mais aussi, en ce qui concerne la création d'autres entreprises, il y a l'entreprise qu'on est en train de créer dans le cadre plus, comment on appelle, l'entrepreneuriat agricole. Excusez-moi pour le bruit, je suis pratiquement sur la chaussée. Il y a ceci, pour les guiches, c'est que, bon, je crois que, excusez-moi les termes, il faut commencer, nous prendre quand même au sérieux. Parce que j'ai été à Kalemi. Le GUS de Kalemi est là, n'a pas de connexion Internet. Je suis passé à Goma. Le GUS, guichet unique de création, depuis 2 mois à Goma, ils n'ont pas de connexion. Je suis allé à Kinshasa, c'est vrai. En 3 jours, j'ai eu le permis, comment dirais-je, le numéro d'import-export. En 3 jours. J'arrive à Mbujimaï, jusqu'à présent, il n'y a pas de connexion. Mais qu'est-ce que ça coûte mettre connecté un serveur? Comment dirais-je, connecter les gens. Il n'y a pas on ne délivre pas de numéro RCCM.
Pourquoi? Parce que, bon, je m'excuse, mais est-ce que c'est une intention? Comment est-ce qu'à Kinshasa, ça se fait en 3 jours? À l'intérieur, ça ne se fait pas. Est-ce que je veux dire, c'est une intention manifeste de bloquer les gens pour obliger tout le monde à aller à Kinshasa? Donc, c'est ça que ça me fait très mal, là. Ce n'est pas chinois pour moi. Connecter, mais mettre en marche un serveur. Donc, partout, ça ne marche pas. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce niveau-là. Et pour la dame, peut-être la dame du fisc, c'est que c'est vrai, les exonérations, elles sont là. Bon, on peut s'en passer, mais notre personnel politique, il devait commencer par donner l'exemple. Pourquoi est-ce qu'ils sont exonérés, exemptés de payer l'impôt? Voilà un peu, bon, c'est un peu comme un rebelle, mais dans l'ensemble, je félicite les GUS. En 3 jours, oui, à Kinshasa, ça se fait, mais à l'intérieur, au jour d'aujourd'hui, les 3 provinces où j'ai été, ça ne marche pas. Merci. Merci beaucoup pour cette question sur les moyens techniques, les moyens numériques, les moyens innovants des administrations économiques, tels